Bonsoir. John Major, le conservateur, doit croire au miracle. Les instituts de sondage britanniques prédisaient sa défaite lors de la campagne des élections législatives. Les instituts se sont trompés ou ont été trompés peut-être par les électeurs qui voulaient, qui sait, donner le change et flanquer au Premier ministre une grande frayeur. Les Britanniques sont aussi facétieux, mais Mona Interman et Robin Teboul ont été eux-mêmes surpris. Les sondages le condamnaient. Son entourage critiquait déjà son style. Aujourd'hui, ses partisans n'ont plus d'adjectifs pour rendre hommage au Premier ministre. Pour les conservateurs, John Major est l'homme providentiel, le bon cheval sur lequel il fallait miser il y a 18 mois après l'éviction de Mme Thatcher. John Major va devoir prendre maintenant des décisions urgentes. L'urgence, c'est l'économie. La première priorité, annonce Major, est de sortir le pays de la récession, de retrouver la croissance. Il faut aussi prendre en considération tout ce qui peut améliorer la qualité de la vie. C'est lui qui a gagné avec une campagne qu'il a décidée lui-même. Aussi, il va gagner avec une majorité assez limitée, donc il peut jouer la carte de discipline au sein du Parti conservateur sur des questions difficiles qui divisent toujours le parti, comme la politique européenne. Neil Kinnock et sa femme Glynis dissimulaient mal leur peine. Kinnock n'avait jamais été aussi près du 10 Downing Street, mais il n'a pas réussi à se dépouiller de son image de gauchiste auprès de la classe moyenne notamment, témoin ce chauffeur de taxi qui a voté conservateur. J'ai voté conservateur parce que je ne fais pas confiance au leader de l'opposition. C'est la raison principale de mon vote. S'il y avait un autre leader, j'aurais voté pour les travaillistes, parce qu'en principe je suis socialiste. Je suis heureuse. Les conservateurs agiront pour le bien du pays. C'est une mauvaise nouvelle. La Grande-Bretagne devient un pays peu agréable, avec de plus en plus de gens au chômage et des gens qui vivent dans la rue. Soulagement dans la City, au bord de la Tamise, à midi, sous un soleil splendide et chaud. Repos pour les agents de change, ils avaient travaillé toute la nuit exceptionnellement. Après la victoire de Major, la bourse a fait un bond de 140 points et la livre est revigorée. John Major tirera-t-il les enseignements de ce scrutin? Infléchira-t-il sa politique jugée trop rude par les classes moyennes? C'est la question que l'Angleterre se pose. John Major a donc profité du mouvement général aux États-Unis et en Europe. La Grande-Bretagne, elle aussi, s'est méfiée de tout ce qui pouvait ressembler aujourd'hui à du socialisme. Jusqu'à présent, Major n'était que l'héritier non élu de Mme Thatcher. On affirme aujourd'hui, dans les rangs du Parti conservateur, que le Premier ministre va pouvoir imprimer sa marque. Bien sûr, il y a les classiques du parti, il devra en tenir compte. Mais il y a aussi la City, les milieux financiers, les milieux d'affaires qui l'ont beaucoup soutenu. Ils souhaitent que la Grande-Bretagne soit davantage ouverte sur le marché commun. Sur le plan interne, place à la privatisation accélérée, en commençant par les chemins de fer. Sur le plan social, changement aussi, dit-on, il y aura là du thatchérisme à visage humain. Le Premier ministre a promis en effet une aide accrue pour les familles. Il a promis que les malades n'attendraient pas plus de 18 mois avant de pouvoir se faire opérer. La Grande-Bretagne a refusé un net changement de cap. Il reste que le pays se trouve dans une telle situation économique et sociale que John Major est condamné à changer les choses, en douceur peut-être. Il a 5 ans pour le faire. Et pendant ce temps, dans l'autre Europe, il continue de s'entretuer à Sarajevo, dans l'ex-Yougoslavie. Même les ambulanciers n'osent plus sortir. Plus les heures passent et plus la situation s'aggrave. Certains quartiers de la capitale ont même été bombardés ce matin au mortier et au canon par les forces serbes. Face à ces attaques, les musulmans ont décidé de mettre toutes leurs forces dans la bataille. Certains de leurs combattants sont pourtant tombés sur la ligne de front. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-François Gringoire, Christophe Hérault et Jean-François Mallet. Sous la pluie, plusieurs centaines de personnes, tous musulmans, enterrent 7 des leurs, 7 jeunes morts sur la ligne de front à la sortie de Sarajevo. Parce qu'ils ont été tués par des obus serbes, beaucoup de musulmans sont aujourd'hui pris d'un sentiment de haine, malgré les sermons qui se veulent apaisants de l'imam. Ce n'est pas une guerre de religion, le Christ contre l'islam, non. Ici nous sommes tous mélangés, c'est un problème avec les plus extrémistes des Serbes. L'imam Suljo qui lance aussi un appel désespéré à l'Europe et aux Nations Unies. Plus haut, dans le vieux quartier turc, on s'organise. Ils sont architectes, ingénieurs, pharmaciens et ont tout arrêté pour assurer sécurité et approvisionnement. On s'attend à chaque minute à vivre des moments difficiles.
Vous avez vu sur la ligne à quoi ça ressemble maintenant. La ligne de front est ici, sur les hauteurs de Sarajevo, d'où les Bosniaques, peu armés, en sont réduits à observer les canons serbes en face à 2 km. Ils n'ont aucun cœur, ils nous bombardent à distance sans que l'on puisse répondre. Qu'ils viennent se battre, face à face. Ceux-là ne sont qu'à 200 mètres des francs-tireurs serbes. Attaqué il y a 10 minutes, ce Bosniaque va maintenant passer son temps à trouver, à son tour, une cible. Pendant ce temps, au cœur de la vieille ville, des policiers bosniaques traquent les francs-tireurs qui ont déjà fait plus d'une dizaine de victimes depuis dimanche. Aujourd'hui encore, comme chaque jour depuis bientôt une semaine, Sarajevo a été touché par les bombes ennemies. Sarajevo, pas tout à fait encore assiégé, mais chaque jour plus menacé par les forces serbes. Et en France, l'Europe va de nouveau diviser les Français. Le Conseil constitutionnel est formel, nous l'avons dit hier. La ratification du traité de Maastricht, qui consacrera l'ouverture des frontières, passe par une révision de la Constitution, une révision indispensable sur 3 points, et l'un d'entre eux pose problème. Si les accords de Maastricht sont appliqués, les Européens auront en effet le droit de vote, mais aussi le droit de se présenter aux élections européennes et locales. Et c'est sur ce point touchant le scrutin municipal que le Conseil constitutionnel a demandé hier une révision de la Constitution. Jean-Baptiste Prédali. Scène de vote fiction. Élection municipale en France après 1995, un citoyen d'un des 12 pays de la communauté européenne peut voter. Il peut même être élu et devenir maire. Ça, c'est le scénario Maastricht appliqué à la lettre. Mais ce droit de vote est contraire à la loi fondamentale, a décidé hier le Conseil constitutionnel. Argument, l'article 3 de la Constitution, il précise que seuls les nationaux français peuvent voter pour élire des conseillers municipaux. De plus, un Européen élu pourrait devenir grand électeur et désigner des sénateurs, contraire à la Constitution selon les sages. Pour rendre cette décision constitutionnelle, vous auriez une solution radicale qui serait de couper le lien, que le Sénat ne soit plus lié avec les communes. À ce moment-là, on pourrait élire nos conseillers municipaux, puisque ce lien aurait disparu, que le Sénat ne représente plus que les départements ou les régions. Puis vous avez une deuxième solution qui implique une réforme moins profonde, qui consiste à préciser dans la révision constitutionnelle que nous adhérons à l'Union européenne et que notre Constitution s'interprète au regard de cette adhésion. Et si on le veut, même en explicitant que seuls les nationaux, que seuls les Français désignent les sénateurs. Auquel cas, si vous êtes espagnol, si vous résidez en France depuis longtemps, si vous vous présentez aux élections municipales à Auch et que vous êtes élu, eh bien vous n'aurez pas le droit, parce que vous êtes espagnol, de participer à la désignation du sénateur, mais sinon vous ferez votre travail de conseiller municipal normalement. Pour les textes, réponse dans le projet de révision de la Constitution que le gouvernement doit désormais soumettre au Parlement. Sur le droit de vote des étrangers, les travaux pratiques constitutionnels vont se poursuivre sur fond de débat politique. Comment se comportera l'opposition dans ce débat qui porte sur l'Europe, mais qui deviendra très vite, vous l'imaginez, franco-français? La réponse est délicate, tant les nuances sont nombreuses. Référendum ou pas, UDF et RPR ne sont pas d'accord sur la démarche à suivre pour la révision de la Constitution. Mais le désaccord ne s'arrête pas là. Au sein même de chacun des deux partis, les pros et les anti-Maastricht s'affrontent. Jérôme Catala. Avec l'avis du Conseil constitutionnel, l'ensemble du processus européen s'accélère. Une accélération qui oblige les partis de droite à définir clairement leur position par rapport au processus de révision constitutionnelle ainsi qu'au fond du traité de Maastricht. Mais l'opposition qui cherche à apparaître unie pour remporter les législatives de 93 est divisée sur cette question européenne. Ainsi, la modification de la Constitution doit-elle se faire par voie référendaire ou par réunion du Congrès? UDF et RPR n'apportent pas la même réponse. Dans le climat politique qui est le nôtre, je crains que l'on ne réponde pas à la question qui est posée, ou qui serait posée par référendum sur les accords de Maastricht, mais que l'on dise oui ou non à celui qui pose la question. Or, celui qui posera la question, ce sera François Mitterrand. Je suis partisan du référendum, pour 2 raisons. La première, c'est que la Constitution de 1958 a été adoptée par 80% des Français. La seconde, c'est parce qu'il se trouve que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, est en fin de mandature. Et on peut s'interroger, au vu des résultats des dernières élections régionales, sur la légitimité de cette Assemblée nationale. Et en plus de cette divergence entre les deux grands mouvements de l'opposition, un front du refus à Maastricht s'est créé au sein de chaque parti, dirigé côté UDF par Philippe de Villiers et côté RPR par Philippe Séguin. Expression de ce refus, un livre qui paraît lundi prochain et qui s'élève contre les abandons de souveraineté nationale.
Je suis européen. Je suis français, je suis européen à l'évidence. Mais je ne souhaite pas du tout une Europe fédérale, confédérale ou fédérale, et là c'est le fédéralisme à l'évidence. Cette Europe que nous nous imposons à nous-mêmes alors que nous voyons que les plus grands empires se disloquent. Bref, RPR et UDF voudraient aborder l'après-Maastricht en rang serré, mais ils devront d'abord faire taire leurs querelles internes. C'est ce à quoi le mouvement gaulliste s'emploiera dès la semaine prochaine. Et écoutons l'opinion de Valéry Giscard d'Estaing que François Gelman de notre rédaction de Caen a rencontré. On entend dire sur les médias qu'on a le choix entre le Parlement et le référendum. Mais ce n'est pas exact. De toute façon, il faut passer par le Parlement. C'est une fois que le Parlement a voté, que pour terminer en quelque sorte la réforme, on peut la faire terminer par le Congrès du Parlement, réuni à Versailles, ou on peut la faire terminer par l'opinion publique sous forme de référendum. Il faut y réfléchir, il ne faut pas s'engager à la légère, ce sont des sujets très sensibles. Il me semble que la nature de ce débat, qui est tout de même assez complexe, parce qu'il faut bien voir que ce sont des textes délicats à mettre au point et dont les conséquences sont naturellement difficiles à apprécier, je pense que la nature du sujet fait que c'est probablement la voie parlementaire qui est la plus indiquée. Ceci étant, il faut être ouvert à toutes les solutions possibles. Hasard du calendrier ou pas, la présence de Jacques Delors à Paris coïncide avec l'avis du Conseil constitutionnel et l'amorce de cette nouvelle campagne. Le président de la Commission de Bruxelles en a profité pour défendre une idée qui lui est très chère, l'idée européenne. Le président de la Commission européenne qui n'a pas été tendre avec les anti-Maastricht. Au congrès de la CFDT cet après-midi, Jacques Delors a fixé l'enjeu de ces accords en 3 mots, la paix, la survie et la solidarité. Il était ce matin même à Matignon. Marie-Hélène Tichou, Loïc Lemoigne. Journée française pour le président de la Commission européenne, d'abord à Matignon, puis au congrès de la CFDT. Un seul sujet, les accords de Maastricht. Les Français devront changer leur constitution pour construire l'Europe. Pour Jacques Delors, cette révision n'est pas une surprise, mais surtout pour lui, les Français ne doivent pas la craindre. Quand il est question dans le traité de Maastricht de citoyenneté, il n'est pas question de demander aux Français de renoncer à être Français. On leur demanderait même d'être mieux, un peu plus fiers d'être Français, et un peu plus fiers de ce que font les Français pour défendre la France. Et aussi fiers d'être ensemble des Européens. Pour Jacques Delors, c'est le choix de la survie contre le déclin, le seul moyen d'être l'égal des Américains et Japonais. Jacques Delors a dénoncé les sceptiques et critiques qui crient à l'abandon de souveraineté. On parle de transfert à des institutions qui sont hors de France. Mais non, la réalité de Maastricht, c'est que les gouvernements nationaux gardent la mainmise sur le devenir de l'Europe. Et ceci doit être dit une fois pour toutes, non pas pour vous, mais pour tous ceux qui, demain, vous présenteront une explication faussée de ce que sont ces traités. La CFDT, elle, est prête à se battre pour l'Europe sociale surtout. Reste à convaincre la majorité des Français. Et la Dordogne se distingue toujours, nous venons de l'apprendre, démission d'Alexis Félix, le président socialiste du Conseil général, qui avait été élu grâce à une voix RPR. Il ne veut plus devoir sa victoire à cette voix RPR. Jurés, promis, ils feront des économies. Les 3 caisses nationales d'assurance maladie et la Confédération des syndicats médicaux français ont conclu un accord pour maîtriser les dépenses des médecins libéraux. En fait, c'est un succès à retardement pour Jean-Louis Bianco, qui a quitté le ministère des Affaires sociales il y a à peine une semaine. Les négociations ont en effet été longues et difficiles. D'après cet accord, les médecins trop dépensiers seront sanctionnés. Claude Guénaud, Nathalie Combès. Le problème de la sécurité sociale, c'est que ces dépenses augmentent plus vite que l'inflation et que la croissance, d'où le déficit qui apparaît périodiquement. L'année dernière encore, les remboursements de consultations et de médicaments ont augmenté de plus de 8%. L'objectif est de limiter cette hausse à 7% pour 92. Pour tenir dans cette enveloppe, les médecins devront prescrire moins de médicaments et donner moins de consultations. S'ils n'y parviennent pas, des sanctions financières sont prévues pour les médecins jugés trop dépensiers. Le nouveau ministre des Affaires sociales doit maintenant ratifier cet accord qui, pour lui, va dans le bon sens, malgré quelques réserves. Ce qui me satisfait, c'est que d'abord, il ait pu être réalisé. Il y a quand même de nombreuses années,
que les partenaires sociaux discutent. Donc ça, je crois que c'est un premier pas. Il y a dans cet accord un certain nombre d'intentions qui vont dans le bon sens et je m'en réjouis. Mais faut-il encore que tout ceci soit précisé, car si c'était uniquement une déclaration d'intention, si ça ne se traduisait pas par des engagements précis, ce serait un accord qui serait sans valeur. Le ministre n'est pourtant pas au bout de ses peines. 2 syndicats de médecins sont hostiles à ce dispositif de mise sous surveillance de leur activité. En outre, le gouvernement devra trouver au Parlement une majorité pour le concrétiser. Les médecins ont cependant obtenu des contreparties. Ils vont pouvoir augmenter leur consultation de 10 francs le 1er mai. Le secteur 2 à dépassement d'honoraires a également été partiellement rouvert. À aucun moment, tout au long de son procès, il n'a tenté de se racheter. L'attitude de Fouad Ali Salah, responsable des attentats meurtriers de 85 et 86 à Paris, a incité l'avocat général à requérir la peine la plus sévère qui soit. La réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans, même réquisitoire pour ses 2 principaux complices. Le verdict sera rendu mardi, compte rendu d'audience de Clément Veil-Rénal. La perpétuité contre Fouad Ali Saleh et 2 de ses complices, voilà ce qu'ont demandé conjointement aujourd'hui les parties civiles et l'avocat général. Perpétuité à perte de vue et à perte de temps, s'est exclamé maître Olivier Schnerb, l'un des avocats des victimes, car il faut éviter que ces terroristes puissent un jour remonter l'ère goguenard dans un avion sur simple décision du pouvoir politique, conclut l'avocat. Perpétuité, c'est également ce qu'a requis l'avocat général. L'horreur, on ne la connaissait avant ce procès qu'à travers le chiffre des victimes. L'horreur, poursuit l'avocat général, on l'a découverte ici à la barre de manière tangible lorsque ces hommes et ces femmes, irrémédiablement mutilés dans leur chair, sont venus raconter leur drame devant le tribunal. Ils sont blessés à tout jamais. Voilà la mesure de la peine que vous devez infliger aux terroristes. Dans la salle, des victimes pleurent en silence. Fouad Ali Saleh, lui, visiblement absent, reste plongé dans la lecture d'un Coran. Claude Bèze, le volubile, réduit au silence et à l'isolement. L'ancien président des Girondins de Bordeaux a passé sa première nuit en prison. Et cette fois, Claude Bèze est soupçonné de s'être enrichi personnellement lors de plusieurs transferts de joueurs. Il aurait ainsi fait transférer 43 millions de francs sur des comptes en Suisse. La suite de l'enquête devra le prouver. Reportage à Bordeaux de François Privat. C'est aux alentours de minuit que les choses se sont précipitées au palais de justice de Bordeaux. Claude Bèze et Didier Kouekou viennent d'être amenés dans le fourgon cellulaire qui les conduira à la maison d'arrêt de Gradignan. Hervé Bizot, quant à lui, a été remis en liberté mais placé sous contrôle judiciaire aux alentours de 21h, inculpé de complicité d'abus de confiance et de complicité de faux et d'usage de faux. Quelques minutes plus tard, c'est au tour des avocats Maître Ducossader et Maître Tosi de quitter le palais. Ils nous confirment que Claude Bèze est inculpé d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux. Didier Kouekou, quant à lui, doit répondre de la complicité des mêmes chefs d'inculpation. Ce qui est certain, c'est que dans l'état actuel du dossier, et conformément à ce qu'a dit d'ailleurs Claude Bèze, il n'apparaît nullement que ni lui, ni Kouekou, ni Bizot aient mis un sou dans leur poche. Et Claude Bèze a affirmé qu'il avait toujours mené le club dans l'intérêt seul du club et non pas dans un intérêt personnel. Voilà, c'est tout. Pour sa part, le juge Bernadette Pragou n'a fait aucune déclaration. Rémi Dudicelli, qu'il n'y ait pas de malentendu, ce n'est pas la personnalité de Claude Bèze qui l'a conduit en prison, ce sont ses méthodes. Oui, ce sont ses méthodes et ce sont en particulier les méthodes révélées par Bernadette Pragou, la doyenne des juges d'instruction à Bordeaux, qui est allée très loin cette fois dans l'investigation et qui a remarqué, par exemple, avec les gens du fisc qui l'entourent, que de 86 à 91, eh bien, il y avait eu près d'une centaine de mouvements de joueurs à Bordeaux, si l'on compte les arrivées et les départs. Alors, un exemple précis, en 86-87, les frères Vujovic arrivent de Hajduk Split, un grand club yougoslave. Le club yougoslave a précisé l'année dernière aux enquêteurs bordelais que ce transfert avait coûté 10 millions de francs. Or, dans les caisses de Bordeaux, sur la comptabilité du club, on note 30 millions de francs. Il y a donc 20 millions de francs qui sont sortis des caisses du club de Bordeaux, mais pas pour payer les 2 frères Vujovic. Où sont-ils allés? C'est là qu'apparaît le nom d'un intermédiaire, un intermédiaire yougoslave qui s'appelle Ljubomir Barin. Selon les enquêteurs, il aurait reçu lors du transfert de 3 joueurs près de 43 millions de francs sur un compte secret en Suisse. Alors aujourd'hui, Bernadette Pragou essaye d'aller plus loin. Elle lance des mandats internationaux pour écouter notamment
notamment ce Loubiomir Varine, qui est un intermédiaire que beaucoup s'accordent à traiter aujourd'hui de véreux. Alors, ce qui est très délicat aujourd'hui, c'est que Claude Bèze et Didier Kouékou attendent leur jugement, mais qu'ils ne sont peut-être pas les seuls à trembler, bien qu'eux soient en prison, parce qu'il y a d'autres clubs, une douzaine au total, qui sont sous les feux de la justice en France. Et parmi ces clubs, il y a l'Olympique de Marseille. Comme par hasard, l'Olympique de Marseille a fait énormément de transferts avec les Girondins de Bordeaux entre 86 et 91, avec notamment Joseph-Antoine Bell, Pardo, Roche, Tigana. Beaucoup d'argent en jeu. Merci Rémi, respirons un autre air, le grand air. Celui de la Coupe de l'Amérique et du défi français qui a sauvé l'honneur hier dans la baie de San Diego. L'équipe de Marc Pajot a en effet battu le bateau japonais Nippon dans la dernière régate. Ville de Paris se place donc 3e dans les éliminatoires de Challenger. La plus mauvaise place puisqu'il n'ira pas en finale, la meilleure puisqu'elle démontre que Pajot est vraiment l'un des meilleurs dans cette discipline. Et là on retrouve Marc Pajot en direct de San Diego. Bonsoir Marc Pajot. Bonsoir, bonjour. Alors bonjour pour vous, bonsoir pour nous. Je dois vous l'avouer, on a été ému par votre réaction hier parce que je veux vous dire que ici de Paris, on vous a suivi de bout en bout. Alors est-ce que votre amertume perceptible hier, un grand gaillard presque aux larmes comme vous, est-ce qu'elle est dissipée aujourd'hui ? Vous comprenez facilement cette déception quand on a tant donné pendant autant de mois avec toute cette équipe qui y a cru. Bon, à un moment donné, les bras nous tombent un petit peu et puis très vite, on comprend que pour cette fois-ci, il y avait deux adversaires plus forts et puis on tire les enseignements et puis vous pouvez compter sur moi, on repart à fond. Alors justement, ce qui est formidable, c'est que vous pensez déjà à la prochaine coupe. On dit ici que les deux sponsors vous font toujours confiance, c'est-à-dire la ville de Paris et l'entreprise Le Gris. Ça, c'est peut-être ma grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir mené cette équipe et puis au lendemain d'avoir de son côté M. Jacques Chirac et puis le président du groupe Le Gris qui tout de suite annoncent qu'ils sont à mon côté et qu'ils veulent nous soutenir encore pour un nouveau défi. Et je crois que ce qui nous a manqué dans cette opération 92, c'est peut-être un petit peu plus de temps. Quand on regarde les méthodes qu'ont employées les Italiens et les Néo-Zélandais, c'est les méthodes que dès 87 j'avais souhaité tout de suite mettre en application. Et malheureusement, on n'a peut-être pas pu tenir exactement ce programme. Alors, ne regrettons rien, mais tout de suite, préparons-nous pour l'avenir et puis attendons de voir surtout où ça sera, en Italie, en Nouvelle-Zélande. Aux États-Unis, j'y crois pas trop. Alors, Georges Pernou, l'homme orchestre de Thalassa, m'a glissé à l'oreille que vous avez tout de même besoin éventuellement d'un troisième sponsor en termes de moyens. Oui, alors ça, les moyens, je crois qu'il en faut. Il en faudra encore plus. Il faut tout de suite annoncer la couleur. Et c'est vrai que les moyens dans un défi technologique comme celui de la Coupe de l'Amérique sont indispensables. On avait un budget aux environs de 200 millions de francs. Il faudrait compter avec plus pour arriver à réellement avoir des chances. Et je crois que cette fois-ci, on a encore beaucoup appris et je veux vraiment tirer les enseignements, ne pas faire de concessions, tout de suite partir avec les hommes clés et avec les techniciens clés et puis mettre d'un côté les techniciens, de l'autre côté les gens qui naviguent dans une condition psychologique tout à fait favorable. Quelle est votre intuition, votre analyse? Qui va gagner? Les Italiens, les Néo-Zélandais ou les Américains? Mon intuition, mon analyse en ce qui concerne les challengers, puisque bon, je les connais bien, les Italiens, les Néo-Zélandais, je pense que les Néo-Zélandais sont peut-être psychologiquement plus forts. Leur bateau est excellent dans certains types de conditions, donc je mettrai un petit plus aux Néo-Zélandais. Ensuite, par rapport aux Américains, je parlerai simplement d'intuition puisque le bateau on ne les connaît pas et donc dès les premières manches on saura. Mais je pense qu'eux aussi ont manqué de temps pour se préparer face aux challengers et je pense qu'ils sont un petit cran en dessous. Merci Marc Pajot, on vous attend de retour à Paris, en tout cas en France. Merci. Fin de ce 19-20, le conseil du vendredi soir pour le week-end si vous souhaitez lire. Lisez Le jeu de la rue du Loup de mon confrère écrivain, je dis bien écrivain, Hervé Claude, aux éditions Flammarion, une intrigue policière et amoureuse menée de main de maître. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h48, soir 3, présenté par Marc Hautement, et dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touret. Bonne soirée sur la 3 avec Thalassa et Caractère. Bon week-end, à lundi 19h. Bonsoir. Bonsoir.